à tous et puis merci de nous avoir invités. En fait, donc, mon intervention elle va se structurer autour de deux grandes parties. Une première pour vous présenter vraiment quelques grands éléments de contexte sur notre région pour un peu planter le décor et puis après aller vraiment sur le sujet, à savoir la concertation de manière interrégionale pour l'optimisation de la gestion des déchets. Alors, bon, cette question-là, d'ailleurs, elle se pose globalement, tout flux de déchets confondus. Là, on la centre sur la question des déchets du BTP parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux particuliers, mais cette question-là, je pense qu'elle est intéressante pour l'ensemble des différents flux. Alors, pour ce qui concerne la région Hauts-de-France, c'est la fusion entre l'ancienne région Picardie et l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Donc, elle est, j'ai envie de dire, structurée autour de zones urbaine assez dense, notamment dans le nord de la France avec la région lilloise et puis toute la zone littorale autour des différents ports. On a, donc c'est les taches rouges que vous voyez au niveau au sud de l'île entre finalement Lens et Valenciennes. Vous avez l'ancien bassin minier, donc c'est là où on avait énormément d'activités industrielles. Et puis plus au sud, donc là on arrive sur la Picardie, on est sur des pôles urbains plus moyens en termes de taille et qui se structurent notamment autour d'Amiens, de Compiègne, de Creil, de Senlis, etc. Ce qui peut être intéressant de noter, c'est que globalement, cette région elle est assez densément peuplée parce que en termes de superficie, c'est la 9e région de France, mais en termes de population, c'est la 3e la plus peuplée. Et cette densité, elle est assez hétérogène en fonction du territoire, vu qu'on a des endroits très ruraux et puis des pôles urbains assez denses. Pour information aussi, je pense que ça permet vraiment de mieux comprendre la région. Vous avez donc un dégradé de couleur donc, qui va du jaune jusqu'au rouge. Et finalement, sur la partie jaune, vert et vert plus foncé, vous avez finalement le côté attractif ou non des territoires. C'est-à-dire plus on est dans une couleur finalement claire, moins on est dans un territoire attractif. Et donc on se rend compte finalement des disparités qui peuvent exister au niveau social et économique dans la région. J'ai parlé un petit peu du passé industriel de cette région, qui se traduit notamment par l'existence de nombreuses friches, donc qui peuvent être aujourd'hui valorisées. Et au niveau des déchets, on a environ 135 ICPE donc qui traitent de déchets. Une deuxième image, juste pour montrer finalement le tropisme de la région. Donc ça, c'est les infrastructures de transport. Et l'objectif, c'était de montrer finalement qu'elles étaient très structurées autour de l'axe nord-sud, avec la partie Picarde qui est finalement tournée vers la région Île-de-France, et la partie Nord-Pas-de-Calais qui est tournée vers la Belgique. Et au niveau des déchets, ça va générer finalement des enjeux différents. C'est-à-dire que pour le Nord-Pas-de-Calais, on a la question finalement de la concurrence avec les filières belges. Et pour la Picardie, on peut avoir la question finalement des flux de déchets évoluant de part et d'autre d'ailleurs, parce que comme on le montrera, ce n'est pas juste des déchets d'Île-de-France qui vont en Picardie, ça peut être dans l'autre sens aussi. Après, on a essayé de faire un petit exercice pour mieux finalement comprendre le positionnement des régions en matière de traitement de déchets. Donc on s'est basé sur, alors peut-être pour la petite histoire, je vais peut-être le rappeler, au niveau de la région donc Hauts-de-France, on n'a pas d'observatoire structuré. On est en plus sur une région qui n'avait pas la compétence déchets historiquement, elle était encore divisée entre les départements et les régions pour la partie déchets dangereux. Donc on n'a pas finalement une structure qui permet de capitaliser l'ensemble des données disponibles et qui permet de donner un regard cohérent et construit sur les données à l'échelle de notre région. Donc nous, on se base sur les données qui sont à notre disposition. Là, pour cette présentation, on a regardé les données IREP, donc qui sont l'inventaire national issu du registre des rejets et des transferts de polluants. Donc en préambule, évidemment, cette base-là, elle est issue de déclarations, elle n'est pas exhaustive, elle ne couvre pas toutes les ICPE, notamment celles qui sont soumises à déclaration, parce qu'en fait, ces données-là, elles sont retraitées pour être envoyées à l'Europe pour que la France puisse finalement faire valoir du respect ou non des objectifs qui lui sont fixés dans le cadre des différentes directives. Et puis, pour ce qui concerne les déchets inertes, donc comme les précédentes interventions l'ont montré, il y a eu une évolution du cadre réglementaire en 2014, donc ça peut aussi, vu que là c'est des données 2013, finalement être assez imprécis pour cette question-là. Et enfin, en termes de limites également,
Donc malgré tout, c'est intéressant de cette base de données, non pas en valeur absolue, mais un peu en tendance, en grande masse, pour voir un petit peu les relations entre les régions. Et donc c'est ce qu'on vous présente là. Là, ce qu'on voit finalement, c'est que ce soit pour les déchets dangereux ou pour les déchets non dangereux, nos deux régions sont celles qui, a priori, traiteraient le plus de déchets par rapport aux autres régions de France. Alors on s'est intéressé aux données de traitement plus qu'aux données de production parce qu'elles nous semblaient un peu plus fiables. Donc du coup, ça prend en compte donc, tous les déchets qui ont été produits sur le territoire de la région et traités sur le territoire de la région, mais aussi tous les déchets qui n'ont pas été produits sur le territoire de la région et qui ont été traités sur le territoire de la région. Après, on a essayé finalement, parce que dans la base de données, vous avez les installations d'arrivée finalement dans lesquelles sont envoyés les déchets, vers lesquels sont envoyés les déchets. Donc on a essayé de prendre ces informations-là pour essayer de donner une représentation spatiale finalement des échanges qu'on peut observer entre les différentes régions. Et puis on arrivait sur cette figure-là. Donc le cercle interne dans la région Hauts-de-France, c'est tout ce qui est produit dans notre région et traité dans notre région. Donc là on s'intéresse aux déchets dangereux. Et les flèches qui sortent de la région et qui présentent les flux soit en import, soit en export de déchets. Donc là, sur ce cas de figure précis, on voit que la région Hauts-de-France est plus importatrice de déchets qu'elle n'en exporte, mais que globalement, quand on tient compte malgré tout de la précision des données, on est sur quelque chose de relativement comparable. Je pense que elle peut, cette figure aussi, un peu interpeller, intéresser, finalement, donner un regard un peu différent sur cette notion de principe de proximité qu'il faut poursuivre dans le cadre de la réglementation. On voit bien que ça peut être intéressant de voir tous ces flux-là si ça correspond à la mise en œuvre de ce principe-là. Le principe de proximité n'étant pas forcément, évidemment, lié aux régions limitrophes, etc. Mais bon, ce serait intéressant de voir si c'est lié finalement à des installations très précises ou à des flux de déchets assez précis. Donc là, c'est la même figure pour les déchets non dangereux. Donc forcément, on est sur des chiffres plus importants, donc des gradients de flèches un peu plus importants également. On voit quand même globalement que les relations entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France sont parmi les plus importantes, quoi. Et donc là, le bilan est fortement importateur pour la région Hauts-de-France. Ça, on a essayé de faire l'exercice, du coup, nous, à l'échelle aussi internationale, notamment du fait des questions qu'on peut se poser et des relations qu'on a avec la Belgique. Alors là, dans cette présentation, on a l'impression qu'il n'y a que des déchets importés. Alors c'est juste parce qu'on n'a pas les données des déchets exportés, en fait. Parce que, évidemment, il y en a qui sont exportés. Il y en a même finalement, probablement plus qui sont exportés vers la Belgique qu'on en importe. Mais bon, ça donne quand même un peu ce regard-là et ça confirme le lien un peu particulier qu'on entretient avec la Belgique. Donc ça, c'est la même chose pour les déchets non dangereux. Alors ce qui serait intéressant, c'est finalement de poursuivre cet exercice-là, et puis mais après, je ne sais pas si la précision des données le permet, et de le décliner finalement en fonction des modes de traitement. Savoir finalement, quand on importe, c'est plus pour valoriser ou plus pour éliminer, voilà, pour voir finalement la valeur ajoutée des échanges et comment les régions se situent dans ces relations-là. Donc là, du coup, je vais centrer un peu sur la question qui a été posée, à savoir la concertation interrégionale et principalement sur la question des déchets de chantier. Donc on a fait le même exercice en s'intéressant uniquement à la rubrique 17 de la nomenclature qui s'intéresse donc aux déchets de chantier et de démolition. Et finalement, on voit que la photo est finalement assez différente. Donc la région Île-de-France restant la région qui traite le plus de déchets, mais par contre pour ce qui concerne la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou Hauts-de-France, eh ben, on est un peu retourné dans le peloton. Et on voit surtout que sur les déchets non dangereux, il y a un saut assez important, un différentiel assez important entre les régions françaises et puis la région Île-de-France qui traite manifestement beaucoup plus de déchets non dangereux, donc de cette rubrique 17. Quand on fait les mêmes cartes que précédemment, on se rend compte qu'à l'échelle des régions, donc Île-de-France et Hauts-de-France, la balance, le bilan, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que finalement, selon ces données, qui ne sont pas forcément très précises, la région Hauts-de-France exporte plus vers la région Île-de-France que l'inverse pour les déchets dangereux.
Et idem pour les déchets non dangereux. Alors ça a été un peu une surprise parce qu'on pensait plutôt l'inverse, hein, pour être tout à fait honnête. Mais après, comme je vous le disais, à prendre avec des pincettes quand même du fait de la précision de la base de données et aussi du fait que ce soit des données 2013 qui ne sont pas forcément exhaustives, notamment pour la partie ISDI. Donc moi je pense que ça peut changer pas mal de choses parce que quand on lit les plans justement Prédec et puis les projets de plans notamment dans l'Aisne et dans l'Oise, on voit que c'est plus sur cette question des ISDI que l'Île-de-France sollicite les installations de Haute-France. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour planter un peu le décor, mais il faut avoir un œil critique sur ce qui est présenté. Alors du coup, après, on a fait un exercice purement un raisonnement un peu par l'absurde. C'est en regardant les derniers documents existants en matière de planification sur les déchets de chantier qui ont été élaborés, pas forcément avec une concertation ultra étroite entre les régions et les départements qui étaient concernés. Donc on a regardé déjà sur le projet de plan de l'Oise qui avait été construit en janvier 2015, donc il n'ira pas jusqu'au bout, mais qui pose quand même un petit peu le décor. Et en fait, dans ce document-là, on voit qu'en 2012, il y avait environ 140 000 tonnes de déchets inertes qui étaient gérés en carrière et 120 000 tonnes de déchets inertes en ISDI et qui provenaient a priori d'Île-de-France. On voit aussi que selon les projections d'évolution de la production des déchets du BTP dans l'Oise, donc cette projection montre une augmentation importante, alors qui est associée aux grands projets dont je parlerai après, notamment Magéo, la mise au gabarit en fait, de l'Oise. Et en parallèle de cela, on a les évolutions des capacités de stockage des ISDI donc jusqu'à 2032 dans le document, donc qui montrait, c'est ce qui a été expliqué avant, hein, avec les échéances associées aux différentes installations, qu'elles allaient finalement en diminution. Et quand on met en rapproche finalement les deux graphes, à la fois celui de la production et celui de l'évolution des capacités de stockage, le plan mettait en évidence qu'en 2023, il pourrait avoir des difficultés à finalement gérer l'ensemble des déchets inertes, notamment s'il devait prendre en compte des déchets provenant du Grand Paris. Quand on regarde le Prédec de la région Île-de-France, donc dans la version de juin 2015, finalement, il y a plusieurs scénarios qui sont présentés pour la prise en charge des déchets produits par les grands travaux du Grand Paris et qui laissent finalement une place importante à la prévention et la valorisation, donc notamment de manière tout à fait cohérente avec les objectifs européens et français en la matière, et que cela pouvait conduire à recourir à des capacités de traitement des départements limitrophes, notamment pour les ISDI, à hauteur de 500 000 tonnes à 1,5 million de tonnes par an. Donc on voit bien qu'il y a dans les documents qui étaient existants en 2015 des questions qui sont similaires, notamment pour les territoires qui sont limitrophes, et finalement une réponse qui ne permet pas une prise en compte complètement cohérente et optimale des enjeux qui sont posés. Alors pour ce qui concerne la concertation, forcément nous on trouve que c'est une bonne chose. D'une part, c'est encouragé par le cadre réglementaire, notamment dans le cadre de la loi NOTRe et puis du décret qui est relatif au plan. D'une part, parce que ça va permettre de mettre en œuvre de manière plus intelligente et plus optimale les différents grands principes qui sont présentés dans ces documents, notamment le principe de proximité, le principe d'autosuffisance des territoires, et puis aussi interpeller les questions sur les limites de capacité de traitement pour les déchets non dangereux, mais aussi les objectifs finalement environnementaux de valorisation des différents flux, notamment pour les déchets inertes. Donc il y a cette question-là à traiter, et probablement que l'échelle administrative régionale seule n'est pas forcément l'échelle la plus pertinente. On voit aussi que sur la procédure d'approbation des projets de plan, le décret prévoit qu'il soit soumis pour avis aux conseils régionaux des régions limitrophes, donc qui finalement, ça confirme un peu le fait que cette concertation, elle doit être encouragée, même si ce projet-là est transmis pour avis aux conseils régionaux des régions limitrophes, mais les remarques qui sont formulées par ces conseils régionaux-là ne sont pas forcément obligatoirement à prendre en compte dans le plan initial. Il n'y a pas quand on lit le cadre, c'est une possibilité. Je pense que cette question-là, finalement, elle s'apprécie de manière particulière pour ce qui concerne les déchets de chantier et du BTP du fait des grands projets, parce que finalement, nos deux régions
on est concerné par des grands projets d'envergure finalement qui vont avoir lieu, qui vont se tenir dans les mêmes pas de temps et qui vont générer les mêmes types de déchets. Donc on a de notre côté, d'une part, Magéo, qui est donc la mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne. Donc en gros, c'est augmenter le rectangle de navigation, augmenter la profondeur du fleuve et puis aussi la largeur. Donc ça va générer un certain nombre de sédiments et de terres excavées avec des projections qui ont été réalisées par les maîtres d'ouvrage. Donc là, par exemple, pour Magéo, on est dans quelque chose qui serait de l'ordre de 800 000 m3 de sédiments, dont 58% de déchets inertes, 41% de déchets non dangereux et un peu plus d'1% de déchets dangereux, et puis de 3 millions de mètres cubes de terre excavée. On a la même question qui se pose sur le canal Seine-Nord-Europe, donc qui se tiendra dans un pas de temps similaire. Les 2 travaux devant commencer en théorie vers 2020. Donc là, on est sur 14 millions de mètres cubes de sédiments et de déblais à valoriser. Et puis pour le Grand Paris, donc c'est la même chose, hein, il y aura des terres excavées, du béton de démolition, etc. Donc pour conclure, pour ce qui concerne la concertation interrégionale, donc nous on pense que ça a un sens particulier du fait des liens géographiques forts qu'il y a entre les 2 régions. Je pense notamment au tropisme nord-sud qu'on vous a présenté pour la région Hauts-de-France. Pour le fait aussi finalement que quand on regarde de manière pragmatique un peu la question, les professionnels ne sont pas organisés uniquement en région Île-de-France et en région de France. Ils peuvent avoir des sites un peu partout, donc il y a aussi cette question-là à prendre en compte. Pour mettre finalement de manière pertinente en œuvre le principe de proximité et peut-être pour créer une opportunité de mutualisation entre les différents équipements. Et la dernière diapo, c'est finalement comment elle pourrait être mise en œuvre, cette concertation. Et nous, on a l'impression qu'elle doit s'exprimer finalement à différentes échelles, entre différentes parties prenantes, ça sera entre les équipes des différents conseils régionaux, les services de l'État, et puis globalement toutes les parties prenantes qui sont intéressées au sujet, que pas forcément elle va devoir être réalisée dans un contexte qui est un peu difficile, à savoir des calendriers prévisionnels de réalisation des plans qui sont très différents entre les 2 régions, avec la région Île-de-France qui est déjà partie et la région Hauts-de-France qui part un peu après. Et que finalement cette concertation, elle doit être renouvelée, c'est-à-dire que probablement qu'elle a un intérêt effectivement dans le cadre du moment où on élabore les plans, mais elle a aussi un bon intérêt quand on fait leur suivi et qu'on pourra un jour penser à la mise à jour dans 6 ou 6 années. Voilà. Merci.